En 1956, vous aviez John McCarthy et Marvin Minsky aux États-Unis, à Dortmund, qui lancent en 1956 cette première conférence sur le sujet. Une vingtaine de chercheurs seulement étaient invités. Et ils étaient obnubilés, ils avaient en commun évidemment la passion de l'informatique naissante, mais ils avaient surtout ensemble cette passion d'une machine qui saurait apprendre toute seule. 20 personnes seulement, mais c'est là que le terme a été utilisé pour la première fois. En fait, très vite, on a eu à distinguer l'intelligence forte de l'intelligence faible. L'intelligence faible, c'est une intelligence qui va exécuter un ensemble de tâches, un algorithme qui peut être complexe, des tâches qui peuvent être nombreuses, massives, grâce aux capacités de calcul qui sont aujourd'hui de plus en plus performantes, mais qui traitera toujours exactement les choses de la même manière, c'est-à-dire que ce qui devait arriver arriva et l'algorithme s'exécuta. Évidemment, avec les capacités de calcul que l'on a aujourd'hui, ça donne des résultats absolument extraordinaires. L'homme ne pourrait pas faire ces calculs. Et pour autant, le résultat est toujours le même, celui attendu. L'intelligence forte, elle, se veut se rapprocher de l'humain dans sa manière de fonctionner. Elle part d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas nombreux et va progressivement s'enrichir et développer des traitements qui ne sont pas prévisibles à l'avance. Pour être plus concret, on va partir d'un certain nombre de jeux de données, et à partir de ces jeux de données, les machines vont progressivement auto-apprendre en fonction des use cases. Elles vont apprendre à jouer au jeu de Go, elles vont apprendre à développer des capacités cognitives. Plus on les alimente de données, et plus leur capacité de traitement évolue, jusqu'à être capable de changer leur propre algorithme, c'est-à-dire leur propre manière de fonctionner. Et si à ça vous ajoutez la capacité de faire communiquer les machines entre elles, pour apprendre entre elles, ça vous donne des progrès faramineux, absolument exponentiels, qui peuvent parfois inquiéter. C'est le cas par exemple de Google DeepMind. Vous savez, c'est un réseau de machines chez Google qui sont auto-apprenantes. Et ces machines ont décidé, d'un coup d'un seul, de développer une communication chiffrée entre elles que l'homme ne saurait pas déchiffrer. Et du coup, ça commence un petit peu à échapper à notre contrôle. De ce fait, on en arrive à parler du fameux point de singularité. Alors cette idée n'est pas nouvelle non plus, elle est ancienne. L'idée consisterait à dire, selon les adeptes de cette thématique, qu'aux alentours de 2050, on atteindrait un tel progrès des machines qu'elles permettraient, ces machines-là, d'une certaine manière, de prendre conscience d'elles-mêmes, et prenant conscience d'elles-mêmes, peut-être remplacer l'homme. Et là, on est dans la science-fiction. D'autres chercheurs extrêmement méritants, ceux du CNRS, alors petite parenthèse, je ne sais pas si vous le savez, mais parmi les personnes les plus pertinentes au monde sur le sujet de l'IA, Cocorico, ce sont des personnes qui souvent viennent de notre hexagone. Je ne pourrais pas les lister toutes, mais juste pour exemple, vous savez que l'inventeur de Siri, Monsieur Julia, était chercheur au CNRS. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça flatte l'ego, ça fait du bien. Revenons à nos chercheurs, deux chercheurs du CNRS qui ont publié 2 livres qui disent « Oui, tout à fait, ces technologies sont absolument incroyables. Oui, elles nous permettent de faire et d'accomplir des choses absolument incroyables, mais non, elles n'auront jamais conscience d'elles-mêmes, ces machines. Ceci est un fantasme. Ceci développe du business, ceci développe des craintes, mais ceci est un fantasme, c'est de la science-fiction. » Alors, en petit clin d'œil, une citation de Joël de René, « La stupidité naturelle est bien plus dangereuse que l'intelligence artificielle. » Je vous laisse juge. Et je vous ramène à nos moutons. En effet, le thème d'aujourd'hui, les amis, c'est l'intelligence artificielle et son impact sur les salariés, la coopération ou la compétition entre l'homme et la machine. Et pour entrer dans le vif du sujet, là encore, vous ne vous étonnerez pas du fait que ce sujet n'est pas neuf. 2 unes de journal, l'une de 78 et l'autre de 2016, et la crainte que les hommes dans nos entreprises soient remplacés par des robots, est déjà là. La différence peut-être entre ces 2 unes, c'est qu'à l'époque, on imaginait plutôt le monde industriel, l'école bleue, alors que dans l'illustration de 2016, c'est un cadre sup avec son ordinateur, finalement, dont on saura peut-être se passer. En effet, les services d'intelligence artificielle, eux, sont partout. Dans notre vie privée, ils nous entourent. On les utilise au quotidien sans nécessairement s'en rendre compte. En effet, quand vous commandez à Siri un traitement, de passer un SMS, de vous donner l'heure ou la météo, c'est bien basé sur une intelligence artificielle. De la même manière, quand vous vous adressez à Amélie sur le chatbot de l'assurance maladie, c'est bien des traitements d'intelligence artificielle.
Et là encore, quand vous demandez votre route la plus courte, le chemin le plus court en fonction du trafic à votre application chérie, là encore, évidemment, on utilise cette intelligence artificielle. Et la liste serait longue. L'intelligence artificielle nous entoure depuis longtemps, partout dans nos services. Alors du coup, cette crainte de l'impact de l'intelligence artificielle sur les femmes et les hommes dans nos entreprises, c'est quand même un sujet. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on assiste à au premier supermarché sans caisse et sans caissière, avec Amazon Go. On assiste également dans les centres d'appel de plus en plus à des robots, des chatbots, qui vont traiter un certain nombre de tâches. Et ça pose quand même question par rapport à l'emploi des personnes qui y sont. Les sujets sont nombreux. J'ai pris la grande distribution, j'ai pris également les centres d'appel, mais encore une fois, dans toutes nos industries, dans toutes nos usines, on voit progressivement l'intelligence artificielle et les machines prendre le pas et remplacer l'effort humain par des automates. Pour autant, ça ne s'arrête pas, je dirais, au col bleu. On le voit dans les systèmes d'experts comptables. Dans le système juridique, vous savez, vous avez de plus en plus de services qui vont vous permettre de trouver, en traitant un cas d'affaires en un temps record, la meilleure posture pour vous sortir d'un mauvais pas. Et puis, bien évidemment, vous aurez peut-être plus facilement confiance à une intelligence qui saura traiter de la même manière des cas de pathologies nombreuses et vous dire que le diagnostic le plus proche de votre réalité, c'est celui-là. Donc en faisant confiance naturellement à la machine, plutôt qu'à votre généraliste qui, même si il est très engagé et qu'il vous connaît depuis longtemps, n'aura pas cette capacité cognitive à traiter l'ensemble des cas et connaître exactement cette maladie rare dont vous êtes victime. La machine, elle, ne remplacera bien évidemment jamais l'empathie. Et du coup, la transition vers l'augmentation de l'homme par la machine me vient assez naturellement. On voit toujours dans le domaine de la médecine des robots chirurgiens qui vont assister le médecin pour avoir un traitement le plus efficace et le plus réussi quand il s'agit de santé. Et là, on ne parle plus du tout de remplacer l'humain par la machine, mais bien de compléter l'humain, de l'augmenter, d'augmenter ses capacités. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait espérer que cette intelligence artificielle soit réellement au service des femmes et des hommes pour augmenter leurs compétences, leurs capacités. On le voit à travers l'exemple des exosquelettes, mais évidemment, il suffit d'appliquer ça à l'ensemble de nos tâches. Et si je prenais le cas d'un responsable des ressources humaines, parce qu'il y en a quelques-uns dans la salle, j'imagine qu'un RH qui se verrait délesté de toutes ces tâches de quincaillerie, de tableau Excel et de traitement pour pouvoir concentrer toute son énergie à être réellement au service des employés de l'entreprise, ce RH qui pourrait d'une certaine manière passer de pompier à manager des ressources humaines, je suis persuadé que c'est une hypothèse qui peut être beaucoup plus séduisante que celle de réduction drastique d'emplois dans nos entreprises. Et de ce fait, quand on regarde les études qui sortent, une première étude de Stanford qui est sortie en 2016 a démontré qu'il y aurait énormément d'emplois, plus de 21 millions d'emplois sur certains territoires qui seraient créés grâce à ces nouveaux métiers de l'intelligence artificielle. Une étude de Capgemini qui dit d'une part que 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore et qui démontre d'une certaine manière que tous les besoins de compétences pour mettre en œuvre, pour traiter, pour tirer le meilleur de ces technologies restent à venir. Le hic, c'est que les personnes qui sont remplacées par les machines ne sont pas nécessairement celles qui seront embauchées avec des compétences de data scientist ou des compétences d'intelligence cognitive. Et ça, c'est un problème social et sociétal qu'on ne réglera pas nécessairement ce jour. Toujours est-il que ce n'est pas la machine qui décidera pour nous. Donc ces fantasmes consistant à dire qu'on sera remplacé par des machines malgré nous est une vue de l'esprit. Ce ne sont que des décisions que nous prenons, nous, hommes et femmes, cadres dans nos entreprises. Et donc les impacts de nos décisions, qu'elles soient d'ordre économique, sociétaux, techniques, technologiques, seront bien les nôtres. C'est pour ça que cette phrase de notre cher député a écho à mes oreilles, ne pas craindre l'intelligence artificielle elle-même, mais plutôt les humains qui auront à la mettre en œuvre.